Salut tout le monde et bienvenue au podcast IMFC Radio propulsé par leschums.com, édition du 19 mai 2026. Le meilleur podcast d'environ 750 clics et moins sur le CF Montréal. Gavino Defalco avec l'informateur numéro 1, Max Truman. Pourquoi c'est l'informateur numéro 1? Parce que c'est le seul qui va aux entraînements. Boy, t'es pas bon, Max, t'es juste présent. Comment ça va, Max, en ce mardi 19 mai? C'est sûr qu'on va parler du Canadien un peu plus tard dans l'émission. Remis de tes émotions? Oui, mais la nuit a été courte, là. Pour vrai, des journées comme hier. Match numéro 7, sur danslescoulisses.com, c'est exigeant, c'est demandant. Hier soir, on a continué d'écrire des textes en début de nuit. Les serveurs ont failli flancher. T'essayes d'écrire à du monde, à minuit, il n'y a personne qui répond. Fait que c'est des gros jours, des grosses semaines pour Dans les coulisses, pour tout partisan du Canadien. Alors voilà, on est content. On se garde le volet canadien pour la fin de l'émission. Il faut commencer par le début. CF Montréal qui disputait la victoire au Fire de Chicago. Attention, le feu, c'est chaud, c'est dangereux. Tu connais ça, toi, du Gabriel des Trois-Maisons? C'est pas dans tes années, hein? Oh oui, non, c'est dans mes années. On est assez vieux, là. Les jeunes fans qui nous écoutent n'ont aucune idée de quoi on parle, mais oui, c'est dans mes années. On se battait un contre l'autre au top 5 de Musique Plus, jadis. OK, excellent. Bon, pour la petite histoire. Défaite de 2-0 du CF Montréal devant ses partisans contre Chicago. Début de Ziegernagel à la 14e minute. Et Hugo Kuipers à la 67e minute. Montréal a menacé à quelques reprises, mais sans l'ombre d'un doute, Chicago était trop fort pour le CF Montréal. Ça se voyait partout sur le terrain. Je pense que Chicago a plus de profondeur, que ce soit en attaque, en avant, au milieu de terrain et même en défensive. Bon, on peut dire que CF Montréal a fait une performance honnête, on dirait, Max, mais je veux dire, la meilleure équipe a gagné, là. Puis tout le monde le savait, puis je parlais à mes collègues sur la galerie de presse. Chicago, d'aucune façon, allait perdre ce match-là. Tout le monde disait « Hey, t'es-tu confiant? C'est juste 1-0 à la demi. » Et tous mes collègues sur la galerie de presse me disaient « Oublie ça, Montréal va perdre. » Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont perdu 2-0. Ouais, mais je pense qu'on peut jouer avec ces équipes-là. Tu sais, le Fire est 4e dans l'Est, c'est pas des pieds de céleri. Mais tu sais, Philippe Lafroy parlait du gardien de but qui a été exceptionnel. Je suis d'accord, mais en même temps, je suis pas d'accord. Je trouve qu'on a été bon dans ce match-là, mais c'est pas le dernier tir qui rentrait pas, c'est la dernière passe ou le dernier contrôle qui aurait mené à un tir de qualité qui était pas au rendez-vous. C'était le dernier dribble qui fonctionnait pas. Je pense qu'on était bon partout sur le terrain, sauf la dernière action, la maudite action qu'on reproche souvent à Ivan Aimé. Là. Je pense qu'on peut la reprocher à tout le monde. Prince Owusu a pas été décisif. Tu sais, Nadi Sendchuk dans son entrée, Noah Strait, etc. Donc, tu sais, je te trouve un peu sévère avec le CF Montréal. C'était pas un match dégueulasse. C'était pas un match comme certains de l'ère Marco Donadel, sans vouloir taper sur la tête de Marco. Là. Mais oui, c'était une bonne équipe l'autre bord. Puis tu en as parlé, le Kuipers. 13 buts en 10 matchs, je pense. Il a été acheté à 10, 11, 12 millions de dollars. C'est ça, un joueur désigné. C'est ça, un joueur qui fait la différence. Tu l'as dit, je pense que Kuipers a été le meilleur joueur sur le terrain. Sans dire que CF Montréal, c'est une contre-performance, mais tu sais, tu vas chercher juste 1 point sur 6 à domicile. La nulle contre Portland en milieu de semaine fait mal parce que, au lieu d'avoir 3 points sur 6, t'en as 1 sur 6. T'avais remonté au classement. Là, tu dégringoles un peu. T'es rendu, je pense, 12e là, dans l'Est. Tu t'éloignes un peu, puis là, tu t'en vas sur la route contre DC United samedi. Mais tu sais, en conférence de presse, ce qu'on a retenu, là, c'est les réponses de Philippe Lafroy, justement, à nos questions par rapport à Ivan Aimé. Je pense que c'était ça le point important de la conférence de presse. On s'en fout du bloc bas, du CF Montréal. Les gens voulaient savoir qu'est-ce qui se passait avec Ivan Aimé parce que le jour J s'en vient. Il va falloir prendre une décision sur son cas. Et je me suis pas gêné. J'ai posé la question à Philippe Lafroy à savoir, écoute, là, Philippe, qu'est-ce qui se passe avec lui? C'est aucun but, aucune passe, aucun point à ses 6 derniers matchs. Écoutez bien la question et la réponse, on vient dans 1 minute 40. Salut Philippe, excuse-moi de me répéter, mais le dossier concernant Ivan Aimé à ses 6 derniers matchs, dont 5 à domicile, c'est aucun but, aucune passe, malgré que je pense qu'il a joué un bon match aujourd'hui. Comment tu interprètes ça? Est-ce que c'est de la malchance? Est-ce que, est-ce que c'est les combinaisons avec ses partenaires? Je veux dire, si on regarde juste d'une façon statistique, c'est 0 plus 0. On a parlé des statistiques il y a quelques semaines. Malheureusement, il ne s'inscrit pas à la marque. Toi, les chiffres parlent. Donc, les statistiques montrent effectivement qu'il n'est pas assez efficace à ce niveau-là, sur le plan offensif, qui est quand même son rôle majeur sur le terrain. Donc,
Bah, un petit peu pour toutes les raisons. Il y a un petit manque de réussite et le petit manque de réussite fait qu'il a peut-être un petit peu moins confiance et qu'il a tendance à rajouter une ou deux touches qui sont pas nécessaires. Et du coup, ça ralentit un peu beaucoup de mouvements. Et c'est sûr que pour un joueur de sa qualité, les stats sont pas satisfaisantes. Il en est le premier conscient. Et on avait une bonne implication dans le jeu. C'est quelqu'un, il s'est pas caché, il a pris ses responsabilités. Mais après, statistiquement, les faits montrent qu'il nous a pas beaucoup aidé sur le plan offensif parce qu'il nous a pas fait faire la différence. Donc, voilà, Camino, t'as tout dit. Hein. Il doit faire mieux, il le sait, il se met beaucoup de pression là-dessus pour s'inscrire sur les lignes de stats, que ce soit créer un décalage ou une opportunité de compter et de marquer lui-même. Et c'est pas le manque d'implication, c'est vraiment à l'heure actuelle un manque d'efficacité dû à 2-3 paramètres dont on a parlé auparavant. Max, tu penses quoi de la réponse de Philippe Lafroy? Selon moi, Philippe Lafroy, c'est pas le fan numéro 1 d'Ivan Aimé. Il l'a débarqué à plusieurs reprises à la 70e, 75e minute de jeu depuis son arrivée. On a vu tes images la semaine dernière. C'est un Ivan Aimé frustré de la situation. Il essaye, mais ça rentre pas. Ouais. Est-ce que Philippe Lafroy reconnaît le talent d'Ivan Aimé? Assurément. Moi, je pense que c'est plus, est-ce que Philippe Lafroy, qui connaît son foot, qui a voyagé partout dans le monde, qui est extrêmement intelligent, là, histoire pour histoire, là, je pense qu'il y a des rumeurs qui disent qu'on lui a demandé s'il voulait se faire appeler docteur Lafroy parce qu'il est docteur, là, il a un doctorat, etc. Il a dit non, là, il est très humble, là, mais je veux dire, Philippe Lafroy, c'est pas un 2 de pique. Il regarde Ivan Aimé et il voit que oui, ce gars-là est talentueux, c'est clair. Mais il voit aussi qu'il n'est pas capable de noircir la feuille de pointage, de s'inscrire au pointage, de marquer le but qui ferait la différence, de donner la passe décisive qui ferait la différence. Moi, où je réfléchis, c'est est-ce que Ivan Aimé est un fit? Puis on parle beaucoup de la relation avec Prince Owusu depuis quelques semaines, mais dans le reste du collectif, est-ce que le CF Montréal joue un style de jeu qui convient à Ivan Aimé? Le CF Montréal mise beaucoup sur la contre-attaque. Est-ce qu'Ivan Aimé est vraiment le gars qui fleurit dans un schéma tactique ou dans un système de contre-attaque où il paraîtrait mieux dans un système de possession, vraiment d'organisation offensive, de patience, de petites combinaisons. Je me demande s'il y a un fit. Puis l'autre truc, c'est que, tu sais, on a parlé d'Ivan Aimé avec Luca Petrasso et avec Philippe Lafroy. Là, Ivan Aimé, c'est clair. S'il joue 45 minutes à DC, il est acheté automatiquement à 5,5 millions d'euros. Ça n'arrivera pas. Il s'entraîne, je suis allé à l'entraînement hier, il est régulier avec tout le monde, il est là, il s'entraîne, il a sa place, il a pris ses répétitions. Il devrait être là à Washington samedi et il devrait jouer quelques minutes en deuxième demi. J'ose croire qu'on va le faire rentrer pour ne pas activer son option automatiquement. Philippe Lafroy m'a dit juste avant ta question, il m'a dit que Porto et le CF Montréal négociaient depuis plusieurs semaines et qu'ils vont négocier tant que le prêt n'est pas terminé. Ce que ça veut dire, Gavino, c'est qu'on l'aime, on aimerait le garder, mais il ne vaut pas 5,5. C'est ça qu'on se dit depuis 1 mois et demi ici sur IMFC Radio. C'est encore ça aujourd'hui. Là. La réponse est là. S'il dit on négocie, c'est parce que clairement, je pense que l'état-major du CF Montréal pense que ce gars-là ne vaut pas 5,5 parce que sinon, bonne nouvelle, on l'aurait acheté puis on y aurait donné 45 minutes en fin de semaine contre DC United. Signe fort sur les 3 copies puis c'est enclenché. Si on négocie, c'est parce qu'on le veut, mais pas à ce prix-là. C'est clair, net et précis. Selon moi, là, il ne sera pas partant à DC United en fin de semaine. Non, comme tu dis, ça va être une poignée de minutes, puis après ça, on va continuer à négocier pendant peut-être la trêve internationale. Puis selon moi, je pense qu'il est parti. Moi, je vais aller plus loin, Gavino. 5,5 millions d'euros. Je me répète, là, le CF Montréal fait ses revenus en canadien, un peu en US aussi, mais il n'y a pas de revenus en euros. Fait qu'il faut le mettre en US ou en canadien. OK? Moi, je me suis dit à 4,5 millions d'euros, si on est capable de négocier un petit million avec Porto, ça pourrait fonctionner. Je pense que le CF Montréal a des chiffres plus bas que ça. Moi, je pense que le CF Montréal l'évalue à 2,5 millions d'euros. Je n'ai pas d'informations privilégiées, mais c'est le feeling que j'ai en parlant avec des gens. Et je me demande si Porto peut descendre de 5,5 à 2,5. Mais il y a un gros écart. Au bout de la ligne, si Philippe Lafroy, il a dit quelques semaines, ça va prendre des stats. Ouais. Le gars, dans les 6 derniers matchs, là, dont 5 à domicile, t'es supposé écraser l'adversaire en MLS. C'est une ligue de homer. Puis t'as pas de stats, t'as fini 0-0-0.
est où l'argument pour Ivan Aimé dire non, moi, je suis au-dessus de mes affaires. Vous me devez cet argent-là. Mais c'est pas lui. Puis je vais signer. Non, je comprends. Lui veut Mais il rester. gagne 2 millions de dollars par D'accord. année. Mais lui, il Tu sais, veut on rester. peut avoir 2 joueurs à 1 million qui vont être meilleurs qu'Ivan Aimé. Je suis sûr que ça existe, Max. Si tu vas Ça chercher à existe. aimer, là, mettons que tu t'entends avec à 2 millions, OK, on lance un chiffre, tu vas renégocier le contrat avec Ivan Aimé, puis il gagnera probablement pas 2 millions. Il va peut-être tomber à 1.4, 1.5, 1.6, je sais pas, 1.2, et je pense qu'il le vaut. Moi, c'est le montant d'achat de transfert. Est-ce qu'il vaut la somme qui est exigée par Porto? Non. Est-ce que c'est 2.5? Peut-être. I don't know. Le truc, là, faut se mettre dans la peau de Porto. Deux choses. Il y a de quoi de positif, c'est que Porto, ils veulent pas avoir Ivan Aimé, que ce soit clair. Puis si Ivan Aimé retourne là, ils vont essayer de le prêter ailleurs. Puis regarde comment ils l'ont prêté à Montréal. Ça a coûté 250 000 € seulement au CF Montréal, ce prêt-là, plus éponger le salaire. Est-ce que Porto peut trouver quelqu'un d'autre qui va éponger le salaire puis donner 250 000? Probablement. Mais si le CF Montréal est prêt à mettre 1.5, 2 sur la table, puis en plus payer son salaire, Porto pourrait dire oui. Là où j'ai un petit peu plus peur, c'est un peu comme Sunusi avec le CF Montréal. Est-ce que Porto va refuser de faire quelque chose qui serait logique juste pour pas créer un précédent puis qu'après, on dise « Ouais, mais Porto, ils sont comme ça. À la dernière minute, ils laissent partir ou ils sont facilement négociables et tout. » C'est un peu la même chose avec Sunusi. Tout le monde est d'accord qu'il doit partir. Le CF Montréal tient son bout pour pas créer un précédent. Je crois pas que Porto va être très, très flexible dans ses négociations pour ne pas avoir l'air d'un club mou pour la suite des choses. Oui, je comprends. On parle de flexibilité puis on parle de mécanismes administratifs, pas de problème. Mais moi, c'est sur le terrain, Max, que ça m'inquiète. Il n'y a toujours pas de chimie avec ses partenaires. Tu sais, je veux dire, Prince Owusu, les semaines suivent. Prince ne va pas échanger, il va rester ici les 2 prochaines années, OK? Puis tu sais, j'ai comparé Boyan il y a quelques semaines, j'ai sorti les chiffres sur Twitter. C'était bon, c'était bon, ça. Boyan, en 2019, puis en 2020, il a fini, je pense, en 25 matchs, 3 buts, 7 passes avec le CF Montréal. Possiblement le même joueur. Il est parti par la suite. Il y a quelqu'un qui m'a écrit « Ouais, mais tu sais, il y avait une meilleure équipe en 2019 puis en 2020. » Non, on jouait avec des Mancosu puis des Dominic Oduro puis Nacho Piatti. Il n'a pas fait les séries parce que Nacho Piatti avait quitté lors du premier match. Il avait été cramponné par Rouen. Il n'y avait pas de meilleure équipe que ça là, devant Boyan. Puis l'équipe, elle n'a pas fait les séries. Selon moi, c'est sensiblement le même joueur. C'est-à-dire, il est bon, mais il va pas soulever ton club puis il va t'amener à la terre promise, Ivan Aimé. Ouais, mais Gavino, Noah Streit, les rumeurs, là, parce que ça n'a jamais sorti, les rumeurs parlent d'1 million ou un peu moins. OK, le transfert pour Noah Streit. Il est bon. Si je te disais... Attends une minute. Il est bon, Noah Streit. Moi, je le trouve bon. OK, attends une minute. Toi, là, on joue les séries, là, c'est le match le plus important. On est Decision Day. Tu dois absolument choisir en Streit puis Aimé pour ton départ. Tu le donnes à qui? Je le donne à Aimé, mais j'ai aimé comment Lafroy, il a géré le dernier match quand il a mis Streit, il a mis Carmona, il a mis Aimé, il a gardé Owusu, il a débarqué Olotouri. Ça, j'ai aimé ça. Mais si Streit vaut 1 million, mettons 800 000, 850 000, je peux pas croire qu'Aimé vaut pas 1,5, 2 millions d'euros. Tu comprends? Il y a une valeur, Ivan Aimé. Il amène quelque chose. C'est clair qu'il produirait plus. Il y a un peu de pression. Je sais pas. Peut-être qu'il combinerait mieux avec Rios. Peut-être que quand Carmona va jouer plus souvent, on va peut-être avoir un nouveau milieu avec qui il va connecter. Il y a beaucoup de peut-être. Moi, le seul regret là-dedans, c'est que je vois que Aimé, on l'a vissé à gauche puis il bouge plus de là. Tu sais, lorsqu'on s'est dit, là, l'année passée, on était allé chercher un numéro 10. Combien de fois qu'il a joué en position numéro 10 depuis son arrivée à Montréal? Pas souvent. Ouais. Même Donadel le voulait en 10, mais Luka l'a recruté comme ailier gauche. Puis c'était un des points de discorde entre la direction et le staff. Puis là, c'est Longstaff qui, débrouille tant bien que mal, mais je veux dire, c'est pas un numéro 10. Philippe Lafroy. Ouais. Je veux dire, son stage, est-ce que ça achève comme coach intérim? Est-ce qu'on est toujours à la recherche d'un nouveau coach avec le CF Montréal? Je veux dire, il fait quand même bien. Il répond bien aux médias. L'équipe est, est compétitive. Je pense qu'il a soutiré le maximum de ses joueurs en fin de semaine contre Chicago, malgré la défaite. Je veux dire, j'espère que ça va nulle part. Là. J'espère qu'il est au courant, qu'il va falloir qu'il va avoir son name tag sur son bureau, entraîneur en chef et non par intérim. On va enlever l'intérim. Là. Ça devrait être une question de temps. C'est là que je suis pas certain que c'est ce qui va se passer. By the way, Philippe Lafroy, c'est cohérent. Okay? Même quand on va aux entraînements, c'est simple. Simple, c'est mieux.
Et pour l'instant, avec ce groupe-là, il amène quelque chose qui fonctionne. Les gars, ils achètent sa salade. Ça paraît, ça se voit, c'est pas fake. Donc, puis en plus, il y a un certain succès. Donc, moi, je veux qu'il reste. Là où je réfléchissais avec des gens et je parlais avec des gens, c'est si on décide de le garder. Parce que là, le CF Montréal va avoir 2 semaines de pause après son match à DC. Ouais. Quand on va revenir de l'entraînement, si Lafroy est là, c'est lui qui termine la saison. Sinon, ça n'a pas de sens. Ramener Lafroy, entraîner une équipe pendant 6 semaines, 5 semaines, puis le remplacer un moment donné à travers ça. Moi, non, mais mon on plein... va avoir combien de camps d'entraînement cette année? Combien? Non, mais si on va chercher un autre coach, là. Ouais. Il y a un camp d'entraînement avec Donadel. Il y a un camp d'entraînement, bon, avec des matchs avec Lafroy. Là, je veux dire, si tu nommes un nouveau coach, mettons, en fin de semaine, ça va être un 3e camp d'entraînement. Je sais qu'il y a des équipes, là, présentement, qui font le ménage, là, un peu partout. Columbus, Laurent. Oh, il y en a plein. Il n'y a pas juste Montréal, là. Austin, Austin qui fait le ménage, ils se disent un autre camp d'entraînement, ça me donne 2 mois pour justement mettre des balises et tout ça pour repartir à 9 après le break international. Mais c'est vrai, je veux dire, à un moment donné, là, on va s'arrêter où? On va être rendu à une 3e camp d'entraînement si tu nommes un nouveau coach. Mon hypothèse, puis là, j'ai pas parlé ni à Luka ni à Philippe Lafroy, mais c'est sûr que le nul, la défaite, si on a un mauvais résultat à DC, ça met peut-être du grain de sable dans l'engrenage, là. Mais est-ce qu'on pourrait prolonger l'intérim de Lafroy et dire qu'il va être là jusqu'à la fin de la saison et continuer de l'évaluer puis de prendre la décision à l'hiver prochain avant la saison sprint? Moi, c'est une hypothèse que j'ai en moi. Personne ne l'a soulevé. Moi, c'est une hypothèse. Après ça, on a vu que Philippe Lafroy est à l'aise dans un poste d'intérim parce qu'il prend ça au jour le jour, mais en même temps, il y a un plan à long terme. Donc, si on lui donnait un bon salaire puis que ça y tentait, puis là, il a amené Sylvain Osquet qui est de l'Académie avec lui. J'ai vu Esteban Landazabal au stade. Il y a 2 matchs. Ça, c'est un gars qui était à l'Académie dans le temps. Il n'est plus à Monterey. Philippe Lafroy en avait parlé dans sa première conférence de presse. Donc, tu sais, est-ce qu'il est en train de se faire un petit staff pour rester sous intérim jusqu'à la fin de l'année? Ça se peut. En même temps, je te l'avais dit ici, puis je te repose la question. Philippe Lafroy, c'est le top 3. C'est le top 3 coach de l'histoire du club. Puis on en a eu des coachs dans l'histoire du club, OK? Puis tu peux pas le casser comme même ça. Pas là. 10 games. Exact. 10 tu peux pas le casser. Déjà, on le consacre top 3 avec Biello et Wilfrid Nancy. Ouais. Les gars d'ici donnent-leur la chance. Hey, c'était le boss à Wilfrid Nancy. Là. Wilfrid Nancy a pris des pages dans le livre de plein de monde, notamment dans le livre de Philippe Lafroy. Donc, donnez-y une chance. Le truc où là, je me fais l'avocat du diable de l'autre côté, OK? Les saisons en Europe se terminent. Il y a beaucoup de coachs qui deviennent libres et Luca Saputo avait parlé de prendre une décision pendant le break de la Coupe du Monde pour avoir un coach nommé après la pause de la Coupe du Monde. Et il avait mentionné au début que Philippe Lafroy n'était pas un candidat, c'était un caretaker. C'est ses mots, c'est pas les miens. Je comprends. Est-ce qu'on avait déjà un candidat? Est-ce qu'on a déjà quelqu'un? Est-ce qu'on avait déjà un plan puis il fallait juste attendre à la fin de cette saison-là pour le nommer? Ça se peut, mais si jamais c'est ça, ne vous trompez pas. Ça va au-delà des résultats. Même s'il perd en fin de semaine contre DC United, je m'en fous. Est-ce qu'il embrasse la culture montréalaise? Ouais. Oui. Est-ce que c'est un gars d'ici? Oui. Est-ce qu'il sait comment ça fonctionne ici? Est-ce qu'il sait où est-ce qu'il parqué au stade Saputo? Oui, il sait. Tu sais, je veux dire, déjà là, il coche toutes les cases. C'est quoi le problème? Il n'y en a pas de problème encore. Fâche-toi pas, Gav. Il va peut-être revenir. Non, mais je vois ça venir, là. Si jamais je vois une rumeur, là, un coach d'un 4e division, je sais pas moi, en Bosnie-Herzégovine qui parle français, je décroche. Mais ça va être mon dernier épisode IMFC Radio. Ils ont éliminé l'Italie. Ils sont pas payés, la Bosnie. En tout cas. C'est très bon. C'est très bon. Est-ce que tu veux me parler un peu de Sunusi Ibrahim qui avait réintégré le groupe, mais là, il a recommencé à faire du jogging? Ouais, j'ai des petits trucs intéressants. Sunusi est de retour avec le groupe. Philippe Lafroy nous... Ben, en fait, faux, OK? Est de retour sur le terrain en même temps que le groupe, mais il est encore à l'écart. Philippe Lafroy nous a dit qu'il y avait eu un problème au dos, que c'était guéri, puis maintenant, il pouvait retrouver le collectif, mais dans les entraînements, il n'est pas avec le collectif. Il a fait du jogging pendant 1 heure alentour du terrain avec un cadran, là, avec un minuteur. De ce que je comprends, ce serait très surprenant qu'il se réentraîne avec le groupe. Contrairement à Thomas Avilés, qui est aussi dans la maison du chien, dans le doghouse, lui, il reste avec le groupe. Il est très, très loin dans les hiérarchies. Il prend très peu de répétitions en défense centrale quand c'est important. Il n'était même pas sur le banc contre une équipe semi-pro. Thomas Avilés, on aimerait ça s'en départir fort probablement dans le prochain mercato, mais je ne suis pas convaincu que personne va le prendre. Son acquisition en prêt de Miami vers la fin du camp d'entraînement. Il dispute le match d'ouverture. Ouais. Il est devant
Toutes les hiérarchies, là, le match d'ouverture ou le 45 minutes d'ouverture, puisqu'il est sorti sur un carton rouge à San Diego, là où il fait tout le temps beau Roger, et là, on ne le voit plus. Il est arrivé quoi entre son carton rouge et aujourd'hui, 19 mai ou avant, là? Est-ce que son hygiène de vie? Est-ce que c'est son entraînement? Est-ce que le fait qu'il a été tradé dans le Nord, il n'a pas aimé ça? C'est quoi qui est arrivé avec ce gars-là? C'est un mauvais recrutement et tous les directeurs sportifs en auront des mauvais recrutements, mais que personne tente de me dire que ça n'en était pas un. Tu aurais dû savoir que ce gars-là a une certaine attitude ou caractère parce qu'à chaque fois que ça ne fait pas son affaire, il te le dit. Puis, tu sais, comme, je parle souvent à mon gars là, qui joue soit un bon coéquipier. T'es pas sur le 11 partant dans ton club, souris pareil. Tu sais, comme, comporte-toi comme un pro, puis prends la pilule, puis demande au coach ce qu'il faut que tu fasses, puis va travailler plus fort à l'entraînement. C'est pas ça nécessairement qui se passe avec Thomas Aviles. Donc, c'est pas un bon recrutement. Donc, je me répète, Sunusi à l'écart du groupe, Aviles avec le groupe. Les deux sont en santé. Les deux ne devraient pas jouer sous peu. Et c'est là que je veux t'amener à Frankie Amaya. J'ai demandé, Frankie Amaya, c'est un recrutement d'il n'y a pas longtemps. Philippe Lafroy nous a dit il est à 100%, santé, rythme, etc. Et il n'y a pas de minutes. Puis là, dans le dernier match, tu as besoin d'un but. Tu sors Sam Piet à la mi-temps et c'est correct. Mais qui tu rentres? Moi, je me dis, on va voir Amaya. C'est le temps. On va avoir un milieu plus offensif. Non, tu rentres Brandon Craig en 6 qui a eu une mauvaise rentrée, qui n'a pas été bon. Et tu regardes Amaya sur le banc qui joue même pas. Moi, j'ai une question avec Amaya. Et lui, c'est contrairement à Aviles Sunusi, c'est pas une question d'attitude, c'est pas une question d'être un bon professionnel, un bon coéquipier. Ça semble être strictement foot. Et pourtant, Amaya avait marqué contre le Blizzard de Dairy Queen de Calgary. Non, mais c'est vrai, il avait marqué là. Ivan Aimé a marqué puis il a mis son but 12 fois là, sur Instagram. Je comprends, mais tu sais, je veux dire, OK, bon, on bâtit sur quelque chose. Il a marqué un but, peut-être, tu sais, une connexion un peu latine au milieu de terrain, pourquoi pas. Il n'a pas joué contre Portland, puis il n'a pas joué en fin de semaine. Je me suis dit, écoute, y a-tu encore régressé? En tout cas, je ne sais pas. Il est en santé, je l'ai vu s'entraîner, il fait des belles choses. C'est un gars qui joue simple, joue à une touche. C'est pas un magicien, mais il joue assez bien pour avoir des minutes, surtout avant Brandon Craig en milieu de terrain. Puis ce qu'on a remarqué au dernier match, quand Piet est sorti, puis Samuel Piet, c'est pas le joueur offensif de ce club-là. Mais à partir du moment où il est sorti, on n'a plus la même stabilité derrière. Brandon Craig n'offrait pas la même stabilité. Donc, tout le monde se projette plus lentement vers l'avant. Tout le monde est un peu plus craintif d'aller vers l'avant, tandis que quand Sam Piet est là, les gens y vont plus. Fait que oui, sortir Sam Piet pour avoir une formation plus offensive, ça a du sens et c'est logique. Ouais. Mais dans les faits, il faut que tu le remplaces par quelqu'un qui est quand même capable d'être stable parce que quand tu mets Brandon Craig là, finalement, ton équipe, elle n'est pas tant plus offensive. Brandon Craig qui nous a habitués à des missiles sur coup franc. Là, quand on a des coups francs pas loin de la boîte, ben on fait appel à un joueur un peu plus avec des finesses comme Ivan Aimé, puis il kick dans le mur. Je referme la parenthèse. Fabien Herbers et Bodé Hidalgo. Ils sont encore avec le club, eux autres? Ou... Ouais, c'est blessé. Hidalgo, on m'a dit qu'il est à la même place qu'il y a 4-5 semaines. C'est-à-dire qu'il y a une pubalgie, là, une douleur à l'aine ou quelque chose comme ça, et ça ne guérit pas pour l'instant. C'est pas grave, là. Il est capable de marcher, il s'entraîne en solitaire, il joue avec des ballons, il fait des petites affaires, mais il semble pas progresser. Puis Herbers, ben, c'est la même histoire. Il revient, il s'entraîne avec le groupe, il dispute un match ou deux, il se reblesse, on le voit pas, il est à l'intérieur du centre du Trilet. Il revient, il s'entraîne, il rejoint le groupe, il dispute un match ou deux, il retourne à l'intérieur du centre du Trilet. C'est plate qu'il soit pas capable de garder la santé parce que quand il rentre, on le sait qu'il est bon, mais quand il rentre, il n'y a pas de rythme. Non, il n'y a pas de rythme. Il aide pas l'équipe sur le terrain. Tu sais, on le regardait le match en même temps, puis on dit, ouais, Fabien Herbers, il y a une coche en dessous de tout le monde. Je veux dire, il y a la fraction de seconde qui paraît. Là, présentement, il y a de l'air lent sur le terrain. Il est loin de retour au jeu. C'est plate parce que lorsqu'on a fait son acquisition, on s'est dit c'est un joueur qui est confirmé MLS. Malheureusement, il n'a jamais eu la chance de se faire valoir à Montréal. Dis-moi, juste aller sur... Je vais aller sur Carmona. Carmona, quand il joue en 8, on disait, voyons donc, il ne faut pas le mettre à l'aile. C'est un milieu de terrain en 8 ou en 10, puis il aide l'équipe. Puis là, on le met à l'aile, puis il est encore meilleur, ou du moins, il est aussi bon. Et là, on le remet en 8, puis il touche moins de ballons, puis il est moins influent. C'est fou comment, en quelques semaines, on peut changer notre opinion drastiquement sur un joueur. Carmona, c'est-tu un ailier ou c'est un milieu en ce moment? Ben, moi, je pense que c'est un ailier. C'est fou parce qu'il y a un mois, tu m'aurais jamais dit ça, moi non plus. C'est hallucinant. C'est parce qu'ils vont faire jouer Sinchuk là. Est-ce qu'ils vont lui donner toutes les chances, peut-être? Mais j'aime beaucoup Carmona. Il a de loin le meilleur pied gauche de cette organisation-là. As-tu vu la frappe qu'il a prise sur Chris Brady? C'était un missile à 200 000 à l'heure. Le gardien de Chicago a fait l'arrêt là-dessus. Mais si j'avais un coup franc, puis on est dans les arrêts de jeu, mon gars,
c'est Wiki Carmona, aucun doute là-dessus. Ouais. Veux-tu me parler du Stade olympique? Parce que là, tu as écrit un excellent article la semaine dernière sur Twitter. Ça a été repris par la presse, ça a été repris un peu partout. Ça a fait jaser dans les chaumières, comme on dit. Mais là, lorsque j'ai lu ça, je dis, le CF Montréal déménagerait à temps plein au Stade olympique. Comment? C'était pas ça le plan au début, c'était juste jouer 3-4 matchs. Là, il va falloir que tu démêles ça parce que je suis plus sûr de rien comprendre. Il y a plusieurs choses. Le premier, c'est le calendrier hivernal. Puis même s'il n'y avait pas le calendrier hivernal, la MLS est tannée de voir le CF Montréal faire ses 6-7 premiers matchs sur la route. La MLS est tannée de voir le CF Montréal qui, s'ils font les séries cette année, ils pourront peut-être même pas jouer à Montréal si c'est un match à domicile. Mettons qu'on est 8e, 9e, le play-in, ça se peut qu'on puisse même pas jouer à Montréal. La MLS est tannée de ça. La saison sprint de l'année prochaine, là, si tu regardes les dates, c'est déjà sorti, c'est début février jusqu'à fin avril. Là-dedans, il faudrait jouer 7 matchs à domicile. Le Stade olympique n'est pas prêt. Le Stade Saputo, je veux dire, il ne pourra pas être le théâtre de 7 matchs. Donc, il y a des chances qu'on soit obligé de jouer un match loin de Montréal dans notre calendrier à nous, là, chez nous. Fait que la MLS cette année, ce que la MLS a dit, c'est qu'on veut que ce soit réglé en 2028 parce que le CF Montréal joue beaucoup sur la réouverture du Stade olympique pour convaincre la MLS de son sérieux pour rester dans cette ligue-là et c'est correct. Mais là, la MLS ne sera pas patiente jusqu'en 2030, 2032, 2034, 2036. Ils veulent qu'en 2028, à l'automne, pour le début de la saison, le juillet, août, septembre, octobre, là, name it, on soit prête et on aille un domicile au standard de la Ligue. Mm-hmm. Ce qu'on m'a dit, c'est que le Stade olympique, la MLS a envoyé un cahier de charge et ça coûte 400-500 millions, rénover le Stade olympique selon les standards de la MLS. Je ne te parle pas du toit, de l'acoustique, etc. Ça, c'est déjà budgété. On est en train de le faire. Ça coûte 400-500 millions, OK? Le gouvernement en a déjà tassé 170 de côté pour investir, pour rénover l'intérieur, les gradins, les loges, en 2030 ou 2032. Premièrement, il manque d'argent. Deuxièmement, c'est trop loin. Donc, en ce moment, le gouvernement, ce qu'ils ont décidé, selon ce que j'ai entendu, c'est qu'avant les élections, on ne débloquera pas de budget supplémentaire pour rénover le Stade olympique à l'intérieur selon les standards de la MLS. Mm-hmm. De l'autre côté, le CF Montréal lève la main en disant si on ne vous rénovez pas, il y a des chances qu'on parte. Puis là, ça, c'est ma compréhension. Là. Il y a des chances qu'on parte. Et là, ça se parle beaucoup. Et le gouvernement de la CAQ veut aller en élection sans rénover, sans donner plus d'argent. Moi, quand on m'a parlé, Gavino, j'ai le sentiment que c'est pour mettre un peu de pression, pour que cette info-là de la part du gouvernement qui aimerait peut-être investir dans le Stade olympique, mais qui ne peut pas tant parce que ce n'est pas accepté socialement au Québec en ce moment, que l'info sorte et qu'on se rende compte que, hey, pense-y, on met 1 milliard sur le toit, le son, l'acoustique, puis l'éclairage et le funiculaire, mais on n'est pas capable de mettre de l'argent pour garder le club de soccer qui va s'acheter des matchs à l'intérieur, qui va disputer des matchs à l'intérieur. Et c'est là que, dans ces négociations-là, je suis convaincu que le gouvernement va dire à quelque part, hey, si on rénove pour on met un demi-milliard, vous allez jouer tous vos matchs dans le Stade olympique. CF Montréal va probablement se retourner et dire, non, notre stade, c'est le Stade Saputo. Quand il fait beau, il faut jouer dehors. Et il y aura une négociation pour combien de matchs vont être joués où, là. Et là. Il n'est pas sorti du bois. Puis imagine, Gab. Ouais. On s'en va Il aurait fallu que, dans le fond, la CAQ prenne cette décision-là à la 2e année de leur mandat de 4. Ouais. Là, c'est trop tard. Les élections, c'est dans quelques semaines. Et on gère ce dossier-là avec les sondages TVA ou les sondages 98.5. On regarde la température de l'eau. Ah, ça chiale un peu. On arrête tout. On est 3e, Gav. On est 3e derrière le PQ puis les libéraux. Là, on égale ça sent pas bon. De la CAQ, là, mais je te dis, je veux pas parler du mot en D et tout ça. Il reste encore beaucoup de dossiers à régler. Mais si la MLS, qui est impatiente avec le dossier des chapeaux blancs à Vancouver, je pense qu'ils vont avoir un peu la même attitude qu'ici à Montréal. Oui, et c'est on pour a ça. 3 stades, mais on n'a pas de stade, comme disait Tony. Je suis confiant que cette pression-là qu'on lance, parce que ça n'a pas de sens, là, si on ne rénove pas l'intérieur du stade, la section 5 n'est même plus là. Tu penses qu'on était loin du jeu quand on allait au stade voir le CF Montréal ou l'Impact? On va être encore plus loin si on ne rénove pas. Donc, ça n'a pas de bon sens. Ouais. Je pense qu'on aura une certaine pression qui vont faire allumer des lumières dans le cerveau de certaines personnes décideurs au gouvernement puis qu'on finit par investir. Peut-être avant la fin de la session à l'Assemblée nationale d'ici juin. Je garde espoir. Je pense que le club va rester. Et si le gouvernement investit, ils vont vouloir des garanties de Joey Saputo qui ne partira pas après 2 ans, 3 ans. Fait que ce dossier-là est directement lié à la survie du club et je reste optimiste. Mais Gavino, tu l'as dit dans le début de ta question. Tu vas aller chercher où tes 35 000 personnes à chaque match pour remplir le bégo. Ouais, mais c'est ça pour faire de l'argent, là, parce que si tu remplis 12 000 au bégo,
tu vas pas, l'ambiance va être plate, puis en plus, tu vas perdre de l'argent. Je veux dire, il est où le win-win là-dedans? Ça ressemblera pas à des matchs comme les Sounders de Seattle, 40 000 à chaque match, là. Pas Je tant pense pas, que t'es là. 13e. Tant que t'es 13e, 14e, Non. ça arrivera pas. Mais si on arrive top 3, top 4, j'ose croire que les médias, les partisans, etc. vont embarquer dans ce club-là. Mais tu te souviens, le dernier match, tu marchais vers le stade, on a marché ensemble après, en plus, vers nos autos. T'imagines une belle journée de mai, juin ou à août, septembre, puis il fait beau, là. Puis là, tu marches, tu passes, tu sors, je sais pas, mon métro Vio, puis il fait beau, puis tu vois le stade Saputo au coin, là. Puis il fait beau. Je t'ai dit qu'il faisait beau, Gavino? Là, tu vois le stade Saputo, puis t'es obligé de continuer plus loin puis de rentrer dans le stade olympique. Ouais. Ça peut pas arriver. En tout cas, ça peut pas arriver souvent, là. Il faut pas que ce soit 100% des matchs au stade olympique, sinon, il y aura quelque chose qui marchera pas, là. Présente le Canadien sur écran géant. Puis tu joues en même temps le match de soccer contre Minnesota United. Très rapidement. Ouais. Tu veux-tu aller au Supra tout de Oui, suite? un petit bloc FC Supra. Je vais te finir avec des petits trucs enfin, donc restez à l'écoute Parfait. jusqu'à la fin du podcast. Je vais finir avec des petits trucs sur le CF Montréal. Défaite du FC Supra du Québec 1-0 contre le Forge d'Hamilton. Que la Forge soit avec toi. Qu'est-ce qui arrive avec cette bière-là? J'ai plus de nouvelles. En tout cas, un but de Nemec à la 56e minute de jeu qui a justement là, trompé la vigilance de Joachim Milly. On écoute tout de suite le coach Nick Rezaghi qui parle de cette défaite-là et ensuite j'ai beaucoup de choses à dire. Ben, c'est clair. Si on va rentrer dans une ligue et qu'on joue un match de foot, il faut gagner. Il faut jouer pour gagner. Et je trouve que là, le honeymoon, c'est fini et on doit jouer comme une équipe sérieuse. Et c'est... Tout le monde peut dire la première fois à Forge, beaucoup de rotation dans l'aliment, occasion pour faire égalité, ainsi de suite. C'était bien, nouveau terrain, beaucoup de gens. Mais on s'en fout un peu, là. C'est le moment de gagner. Et nous, on doit rentrer dans cette ligue, pas comme une nouvelle équipe, mais comme une équipe qui veut gagner. Et on est là pour rien de moins. Et ça doit se faire voir. Et on le sait tous, ça part avec moi. Je ne mets pas les joueurs à part de moi. Ça part de toute l'équipe qu'on va chercher cette victoire. Et là, de Cavalry Forge, on dirait qu'on les respectait trop. C'est pas une question de défendre ou attaquer, c'est une question de comment on aborde le match. On a trop respecté les deux équipes. Contre Cavalry, on a été... Ben, c'était pas un péno, on s'entend. C'était un match nul minimum. Aujourd'hui, contre Forge, l'action qu'on donne, plus qu'on donne, pas nécessaire. Au final, c'est sur nous, ça. Hein. C'est pas parce qu'ils sont plus forts ou peu importe. Ils ont plus d'expérience, plus de repères, beaucoup de qualité. J'enlève rien d'eux. Mais c'est à nous de venir rentrer et gagner. Et on n'a pas fait deux matchs de suite. Les 3 défaites du FC Supra du Québec jusqu'à maintenant, c'est contre les 3 meilleures équipes, je pense, de la Ligue. Contre Atletico, contre Cavalry et contre le Forge Hamilton. Tu as perdu les 3 matchs par 1 but. Lorsque Nick Rezaghi mentionne « The honeymoon is over Ouais. », je pense qu'il se met beaucoup de pression pour un club d'expansion. Il n'y a personne dans la province qui, présentement, met de la pression sur le Supra pour faire les séries. Là, on vous rappelle que c'est une ligue à 8 équipes et les 4 premières font les séries. Je veux dire, c'est lui-même qui se met de la pression en disant « Écoute, il va falloir aligner des victoires. » Qu'est-ce que t'en penses? Je pense qu'il a la bonne attitude. S'il disait l'inverse, tu sais, je une comprends. équipe d'expansion. Moi, j'ai adoré cette réponse-là, puis je l'avais pas écouté. J'ai pas écouté le point de presse là, avec le Canadien, les matchs dans le jour, avec le CF Montréal, la ville, etc. Okay. Je l'avais pas écouté. J'adore cette réponse-là de Nick Rezaghi. C'est exactement ce qu'il faut qu'il donne. Tu sens qu'il y a de l'émotion, mais qu'il est en contrôle sur ses émotions, et tu sens que pour lui, puis pour le FC Supra, on n'est pas venu parader cette année. On veut gagner des matchs et on a perdu 3 matchs, tu l'as dit, par 1 but seulement. Au classement, on est quoi? 5e, 6e? On est à la porte des séries. On est tout près. Ouais. On ne s'est pas fait déclasser dans aucun match. Je suis content avec ça. Je suis 100% là-dessus. Puis le prochain match du Supra, je ne sais pas si tu le sais. Je pense que tu vas... je pense que tu sais c'est quand le prochain match du Supra. Mais c'est le fun. C'est samedi. C'est à 18h sur les ondes de TVA Sport. Le premier de 18 matchs. Sur les ondes de TVA Sport. Sauf qu'en même temps, je pense que le match va être déplacé à TVA Sport 2, étant donné que le Canadien joue pratiquement en même temps contre les Ouragans de la Caroline. Mais c'est le fun parce que Vancouver FC, c'est aussi l'adversaire du Supra. C'est aussi l'adversaire que le CF Montréal aura en championnat canadien au mois de juillet. Donc, c'est un match qui m'intrigue parce qu'ils m'intriguent tous, les matchs du Supra. Mais en plus, il y aura des informations et des trucs à aller chercher pour le match CF Montréal. Donc, samedi soir, la petite heure, la première demi avant le Canadien, là, écoutez ça, Gavino De Falco à la description. Hey, c'était pas annoncé, mais là, tu l'annonces. Pas grave, pourquoi pas? FC Supra, je pense que c'est une bonne équipe avec les 11 titulaires, avec Loïc Kwemi
Abzi, avec David Chouanière et tout ça. On voit que côté profondeur, ça laisse un petit peu à désirer. En tout cas, écoutez-moi avec mon analyste Quentin Parisis. On a beaucoup de plaisir. Samedi 18h pour le premier match sur les ondes de TVA Sport du FC Supra. Je sais toujours pas si c'est Supra ou Supra. Parce que dans En la français, chanson, c'est Supra. Puis dans en la chanson, anglais, c'est en Supra. italien, c'est Supra. C'est ça. Fait que les deux sont acceptés. Bon, le Canadien de Montréal, grosse victoire, encore une fois, hier, lors du 7e match contre les Sabres de Buffalo. Un but magique de Alex Newhook. J'étais au Casino de Montréal hier. Malheureusement, j'étais en train de travailler, j'étais en train de dealer du blackjack lorsque tout d'un coup, j'ai entendu une foule crier comme des malades. Je vous le dis, les visionnements, ça se passe au Casino de Montréal. Je vois du monde avec des flûtes, avec des crécelles. C'est l'ambiance, c'est malade. Max, comment tu as vécu ton 7e match avec le but du héros, Alex Newhook? Si je t'avais dit que le premier trio serait complètement amorphe dans 2 séries, les 2 premières rondes, tu m'aurais jamais cru. Si je t'avais ajouté qu'on serait en 3e ronde contre les Hurricanes de la Caroline. Super spectacle. J'étais dans un La Belle et la Bœuf à Saint-Bruno avec Georges et Gonzo. On a eu du fun. En même temps, les matchs sont un peu plus tard. 7h30, 8. Là, il y avait une prolongation. Ouais. C'était un lundi soir. On travaille le mardi matin. Donc, écoute, la run en série commence à être longue. Elle commence à être épuisante pour nous. Fait que j'imagine pas pour les joueurs, le coach, etc. Mais c'est le fun, ce qui se passe. Je le répète dans toutes les tribunes que j'ai. C'est le truc qui nous rassemble le plus au Québec. Les vieux, les jeunes, les Québécois de souche, les gens de diverses communautés, la droite, peu importe qui t'es, on se rassemble au lieu de se diviser. Il faut que ça dure le plus longtemps possible. Tu sais, c'est bon pour les podcasts. J'écoute Tony Marinaro matin, midi, soir, nuit. Je sais pas comment il fait pour garder cette énergie-là. Il est toujours en ondes. C'est pas compliqué. Il est toujours en ondes. Il n'y a plus de voix. As-tu remarqué, là, il commence à avoir un chat dans la gorge parce qu'il met tellement d'intensité. En tout cas, Tony, je t'écoute. J'allume la télé ou j'allume mon ordi puis t'es tout le temps là. C'est pas compliqué. C'est Tony Marinaro Show. Marinaro 24/7. En tout cas, je suis content pour les médias sportifs à Montréal. C'est de la viande autour de l'os. C'est fou, les gens qui sont dans les rues. J'aime même les reportages de Kevin Crane Desmarais. Desmarais. Hey, tu l'as vu hier, il est rentré dans le Centre Bell. Il dit je vais faire mon entrée au Centre Bell. Oh, pardon, dans l'amphithéâtre. Fait qu'il a comme brûlé le fait qu'à TVA Sport, on essaye de pas nommer le Centre Bell. Il y a comme une. Tu sais, c'est le compétiteur. Écoute, mais il est très bon, Kevin. J'avais pas remarqué, en tout cas, la foule déchaînée dans les rues. Et puis, je sais pas s'il y a eu de la casse, mais bref, je pense que dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Ça bien donc, ça va être le Grand Prix en fin de semaine, ou c'est Grand Prix, c'est selon le Canadien. Il va y avoir beaucoup de monde en ville. Parquez pas votre auto au centre-ville. Pas une bonne idée. Non. Tu voulais me donner des dernières informations pour terminer le show? Oui, exactement. Ça, c'est ce qu'un boss radio dirait. Là. Annonce que plus tard, tu vas donner quelque chose. Là. Okay. Je te garde ça pour la fin. Jasais avec des gens. 3 petits points. Jasais avec des gens, Gavino. Puis j'ai réalisé ce qui fonctionnait pas avec Marco Donadel quand il coachait. Il se cassait tellement la tête pour trouver une façon ou des stratégies pour que son équipe joue en fonction du jeu de l'adversaire, pour que quand l'équipe gagnait, le monde allait dire « Wow, c'est grâce au coaching de Marco Donadel ». Et c'est ça la différence avec Philippe Lafroy. Philippe Lafroy se fout un peu de l'autre équipe. Il le dit lui-même, on travaille sur des trucs simples. Demi-espace, centre le ballon, touche dans la boîte, défensive de zone, on est simple. Tu sais, c'est comme si Marco Donadel voulait qu'on lui donne toujours le crédit pour les bonnes performances. C'est indirectement, là, c'est involontairement. Là. Alors que Philippe Lafroy, lui, fait ça simple, place les gars dans des bonnes dispositions mentales, etc. Et c'est une grosse différence dans le coaching. Deuxième truc, je commence à être un tantinet inquiet du manque de Québécois chez le CF Montréal parce qu'à chaque fois que je regarde le FC Supra jouer et qu'il se parle en français sur le terrain, qu'on va au centre d'entraînement, qu'on a des dispos médias, on parle en français à tout le monde. Tout le monde nous parle du Canadien là-bas. C'est vraiment un club qui est collé sur sa communauté. C'est un club de foot local qui sait comment ça fonctionne à Montréal. Et de l'autre côté, quand je vais au CF Montréal, j'ai Samuel Piette qui me demande combien j'ai joué au golf. J'ai dit une fois de temps en temps. Des fois, je suis gêné et je le dis pas. Tu as Alexander Gouboglo qui est québéco-ottavien, etc. Tu as Owen et ça s'arrête là. Tu as Josh, mais Josh est blessé. C'est des jeunes joueurs qui n'ont pas beaucoup de rôle dans l'équipe. Je fais un appel.
Si Lucas Saputo nous écoute, Asun Camara, Simone Saputo, Gabriel Gervais, peu importe, Joey peut-être, qui sait, ramener un peu plus de Québécois. Ça aide à coller l'équipe avec la culture, avec ta communauté, etc. C'est pas juste pour plaire à Louis de Villemercier qui vient pas voir de match. Salutations à Louis Grégoire, mais c'est plus important que ça. C'est pour connecter ton club avec la communauté. T'en as des joueurs québécois qui jouent dans la Ligue, mais qui sont passés par Montréal. Tu sais, James Pantemis, très bon. Ah ouais. Je veux dire, c'est un partant avec Portland, on l'a vu cette semaine à Montréal. Charles-Émile Brunet, je ne sais pas si éventuellement on va faire une transaction pour qu'il vienne jouer à Montréal. Il est bon, Charles-Émile. Mathieu Chouanière, je veux dire, regarde, il ne joue pas à chaque match, mais il serait partant avec CF Montréal. Sauf que je pense qu'on n'était pas prêt à... Ça serait notre Philippe Dano. T'aimes ça, là, les comparaisons? Ah oui! OK, là, ça serait notre Philippe Dano. Là. Yes! Mais t'as raison. T'as raison. Je termine avec ça. Plus de Québécois. Vas-y. Je termine, Gav, OK? Peu importe ce qu'on va faire avec Ivan Aimé, je demeure convaincu qu'on va investir plusieurs millions de dollars dans ce mercato-là. Ouais. Je l'ai dit en janvier, février dernier, je le redis. Le CF Montréal souhaite investir pour mettre une équipe gagnante sur le terrain. Pourquoi? Un, parce qu'ils veulent gagner, puis c'est des gens fiers, etc. Mais aussi, ils veulent pas que si un jour il arrive quelque chose, c'est pas comme ça que je devrais dire ça, là, mais ils veulent pas mettre... ils veulent que si les partisans embarquent pas, si le Québec King embarque pas, si les médias embarquent pas, ce sera pas de leur faute. Eux, ils veulent dire, nous, on a mis une équipe de championnat, on a mis une équipe solide, et si malheureusement Montréal n'a pas suivi, c'est pas de notre faute. Puis je te dis pas qu'ils m'ont dit ça. Okay. C'est ma compréhension. C'est un recrutement qui va ressembler à quoi? Un vétéran... 5 à 10 millions d'investissement. Non, mais un vétéran passé son prime, un nom de 34-35 ans qui va vendre des tickets, ou bien une jeune pépite de 23, 24, 25 ans comme Ivan Aimé, meilleur que Aimé, puis qui va remplir le net. Non, mais moi, je pense que ça prend une combinaison des deux. Là. Tu veux splasher, là, tu dis Ivan Aimé, tu vas le reconduire à l'aéroport, ça n'a pas bien été. T'en amènes un autre, puis tu vas chercher, pas une vieille picouille de 35 ans, mais un gars un peu moins connu que Griezmann, mais dans le même style. Puis là, tu vas les avoir, tes sales combles, pour terminer l'année. Mais si tu gardes ça de même, ça risque d'être 13-14 000 à chaque match. Ça restera pas comme ça, j'en suis convaincu. Et sinon, je m'excuserai au nom des 750 auditeurs du balado IMFC Radio, mais je suis convaincu qu'il y aura investissement. Puis après ça, ben, ça sera à nous, les médias, les partisans, le Québec King, le politique, etc., d'embarquer ou pas. Puis si les gens embarquent pas, ben, ils pourront pas chialer après. T'es bon, Max. T'es bon, Gab. T'es bon. Ah, j'ai hâte à la première demi contre du FC Supra contre Vancouver samedi soir. Pour me préparer pour mon J'ai fait mes devoirs, by the way. Je me suis réabonné à One Soccer pour regarder tous les matchs du FC Supra et du Vancouver FC. On va être prêt. Ouais, ça va être bon. Puis, peut-être un petit peu de moutarde si le FC Supra marque ça, c'est sûr. Voilà. Je te laisse parce que je sais que tu as un après-midi très chargé. Tu passes à la radio où, là, by the way? Ça va, Écoute, je collabore. Écoute, j'ai une dizaine de radios. Là, je m'en vais à Radio X avec JC Ouellette sur l'heure du midi. Là, ça se termine. Écoute, c'est dans quelques minutes. Faut pas que le show dure longtemps encore. Mais je fais le tour des radios. On a beaucoup de demandes pour le Canadien. Écoute, on vibre à ça et on espère qu'un jour, ce sera le même genre de demande pour le CF Montréal. Voilà ce qui complète le reportage d'aujourd'hui au nom de Maxime Trouman, ici Gavino qui vous dit à très bientôt. La semaine prochaine, il n'y a pas de show. Je suis en vacances, fait qu'on se reparle peut-être dans 2 semaines. Salut Max. Yes, ciao tout le monde.